Cette affaire s'est produite il y a 30 ans déjà. Vous-même avez commencé à exercer il y a plus longtemps encore. Je suis installé dans le même établissement depuis plus de 40 ans maintenant, 43 ans très exactement. J'ai 71 ans et je continue à travailler actuellement. Pourquoi je continue à travailler? Parce que d'abord, je suis très amoureux de mon métier, j'aime beaucoup ce que je fais, donc c'est une passion, mais aussi avec l'idée toujours d'un risque financier suite à cette affaire. Vous craignez de devoir travailler jusqu'à la fin de vos jours parce que votre police d'assurance ne couvre pas la totalité des dommages-intérêts qui doivent Exactement. être. Est-ce que vous pourriez nous dire si, au moment des faits dramatiques, vous connaissiez les risques juridiques relatifs à votre activité professionnelle? Disons qu'il y a 30 ans, on y pensait peut-être un peu moins qu'aujourd'hui. Et puis quand on a ce risque sur sa tête depuis 30 ans, on y pense tous les jours. On y pense toujours, voire éventuellement toutes les nuits. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé chronologiquement? À quel moment la mère est-elle venue? De quelle façon a-t-elle été prise en charge au départ, avant que vous interveniez? Tout à fait. Donc, cette personne était hospitalisée dans l'établissement depuis 5-6 jours pour une accouchement prématuré, sous perfusion. Et dans la nuit, elle a rompu la poche des os avec un liquide teinté. Il devait être 6 heures du matin. Et le monitoring montrait une tachycardie à 220 extrêmement importante avec quelques ralentissements, ce qui aurait dû faire agir les personnes qui étaient de garde la nuit. Ensuite, donc, je suis arrivé et j'ai dit la phrase suivante quand je suis arrivé en salle de travail au moment où j'arrivais. Il faut que cette patiente accouche dans les plus brefs délais. Parce que d'ailleurs, Pardonnez-moi, vous aviez été appelé ou non, pas du tout. Je venais à ma garde normale. On se succédait. Donc, j'aurais dû avoir quelqu'un d'autre à ma place qui aurait pu faire le lien avec moi. Et il n'y avait personne. Donc, je suis arrivé en salle de travail où j'ai vu cette souffrance fœtale extrêmement importante. Une patiente qui avait une température, je crois, autour de 39. Et ma décision a été très difficile à prendre parce que je me suis dit, soit je fais une césarienne, mais ça va prendre quand même une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps de s'installer, de faire l'anesthésie, etc. Soit j'essaye de la faire accoucher le plus rapidement possible, ce que j'ai fait. Donc, l'accouchement est survenu assez vite puisqu'il est survenu à peu près en trois quarts d'heure. Donc, j'ai choisi la voie basse parce que j'ai pensé que ça serait la plus rapide et la moins dangereuse pour la maman. Étant donné qu'elle avait une grosse température à ce moment-là et qu'on n'aimait pas à l'époque trop faire de césarienne chez une personne qui avait plus de 39 de température. Dans les suites, la mère a fait une hémorragie assez importante. Il a fallu faire une délivrance artificielle, recours d'une épisiotomie et transfuser la maman puisqu'elle avait pas mal saigné. Donc, on était très occupés avec la maman. Et pour moi, c'est le pédiatre qui a pris la suite de l'enfant et pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé de fait? Dans un premier temps, c'est toujours la sage-femme qui commence à faire les premiers soins à l'enfant et qui ensuite, avec les personnes qui s'occupent de la pédiatrie dans l'étage, notamment les puéricultrices, ont pris en charge cet enfant. Donc, combien de temps après le pédiatre est arrivé, ça, j'en ai aucune idée, puisque moi, je m'occupais de la maman qui saignait et qui avait besoin de soins urgents. Mais pour moi, il est arrivé dans la demi-heure qui suivait maximum. L'enfant a été transporté par le SAMU 1 heure et demie après pour être transporté à Port-Royal. On a constaté d'emblée qu'il avait de lourdes pathologies. On a constaté d'emblée qu'il avait certainement de lourdes pathologies. Il était très infecté, il était prématuré, donc ça faisait beaucoup d'éléments défavorables. Que se passe-t-il après? Parce que à lire la chronologie des faits, il semble qu'une procédure ne commence que 3 ans après. Comment l'expliquez-vous? C'était pas même une procédure, je crois, dans les 3 ans qui ont suivi. C'était simplement des demandes de dossiers qui avaient été faites par son médecin généraliste, je crois, au départ. Et la procédure n'a commencé réellement que dans les années 2001 ou 2002, je crois. L'enfant étant donc profondément handicapé, on s'est interrogé sur la cause de ce handicap. On attendait son consolidement, et ce qui fait que les choses sont très longues, puisqu'en général, on attend que l'enfant soit adulte, c'est-à-dire qu'il ait 18 ans, pour consolider le dossier. Bien sûr, mais il peut y avoir, et généralement, il y a une évaluation de l'état de l'enfant avant, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et donc, des experts ont été commis par un juge et Oui. les experts ont conclu au fait qu'il y avait eu des erreurs, des fautes au sens civil du terme. De quelle aide avez-vous pu bénéficier dans votre défense?
C'est là où le dossier est très compliqué, c'est qu'en fait, j'avais en 89, quand je me suis installé, j'avais une assurance qui s'est résiliée. Le contrat d'assurance a été résilié par l'assureur en 99 et je me suis tourné vers une autre assurance en 99. Donc au moment des faits, au moment des expertises, j'avais deux assureurs qui étaient mis en pause. Le premier avant 89 et le deuxième après 99 puisqu'on était en 2002. Et entre-temps, la loi Kouchner était survenue. Pour quelle raison avez-vous changé d'assureur? Parce que le premier a résilié son contrat. Il ne voulait plus assurer de médecin en 99. Mais c'était une mesure qui vous visait. Non. Il n'assurait plus les médecins. Il se retirait du marché de la médecine. Alors, à l'époque, au tout départ, quand il avait accepté de vous assurer, il y avait dans le contrat apparemment un plafond d'assurance. C'était en francs, l'équivalent en euros de 1,5 million d'euros. D'accord. Et ça n'a jamais été réévalué. D'accord. Est-ce que l'assureur vous expliquait qu'il pouvait y avoir un risque de dépassement des plafonds? Non, à l'époque, non, pas du tout. Vous faites appel à un autre assureur. Comment se passe la négociation? À l'époque, sans problème. Je demande à changer d'assurance, je trouve un nouvel assureur et j'ai un nouveau contrat. Et là, le plafond est beaucoup plus élevé puisqu'il est de 3,5 millions, je crois, à l'époque. Et aujourd'hui, il est de 6,5 millions. Donc, ces plafonds ont été réévalués au fur et à mesure alors qu'ils n'ont jamais été par le premier assureur. Et c'est ce qui a fait toute la difficulté des expertises, c'est que je me suis retrouvé donc avec deux experts et deux avocats de deux assurances différentes. Et en fait, je me suis aperçu beaucoup plus tard, j'ai compris beaucoup plus tard qu'en fait, ils n'étaient pas là pour me défendre, ils étaient là pour savoir lequel des deux allait prendre en charge le dossier et lequel serait obligé de régler ce sinistre. Vous avez été invité par les experts à vous expliquer. Sûr. Comment ce dialogue avec l'expert s'est-il passé? Alors, les expertises, j'en ai pas fait beaucoup, heureusement, dans ma carrière, mais l'expertise se passe toujours d'une façon un peu curieuse. C'est que votre avocat et votre expert vous dites tout le temps, à chaque fois, ils vous disent, surtout, vous en dites le moins possible, vous répondez aux questions, parce que si vous dites quoi que ce soit, ça peut se retourner contre vous. Donc, en fait, vous avez très peu la parole, vous répondez à des questions, mais vous avez du mal à vous défendre parce que vous répondez qu'à des questions. Et là, en l'occurrence, avec deux experts et deux avocats différents, c'était compliqué en fait. C'était compliqué et lorsque je souhaitais qu'on explique ce que je vous ai expliqué au début, c'est que j'avais pris en marche cet accouchement alors qu'il aurait dû être géré plus tôt, j'ai jamais obtenu de satisfaction sur ce plan-là parce que dans les années 89, on n'avait pas de système qui nous permettait de retrouver qui était de garde. À l'époque, tout était sur papier et ces papiers avaient disparu, bien sûr. Donc, j'ai jamais pu prouver quel était le médecin de garde avant moi. Quand vous dites que vos assureurs se sont affrontés pour éviter d'avoir à payer, comment concrètement cela s'est-il passé? Mais si vous voulez, lors de ces expertises, on a l'impression qu'il faut trouver absolument un coupable, il faut que quelqu'un paye, il faut un coupable. Et lorsque le pédiatre vous dit mais pourquoi vous n'avez pas mis un cathé central à ce bébé, ça aurait pu l'aider pour sa réanimation, que vous êtes gynécologue, vous n'avez jamais mis de cathé central de votre vie, surtout un enfant de cet âge-là et de ce poids-là, et que je réponds à l'expert, mais je ne peux pas poser un cathé central. Et l'expert m'a répondu, je m'en souviendrai toute ma vie, il m'a répondu, mais c'est à la portée de n'importe quel médecin. En quoi la rivalité des assureurs ou le conflit entre ces assureurs a-t-il pu vous nuire? Nuire, n'exagérons pas, le mot nuire est peut-être un peu fort. Je veux dire par là que j'avais 4 personnes avec moi, soi-disant là, pour m'aider et me défendre, et qu'elles n'agissaient pas. Et ils me laissaient me débrouiller tout seul et répondre à ces questions. Lorsqu'on répond à un médecin, n'importe quel médecin peut mettre un cathé central, je pense que les deux experts qui m'accompagnaient, médecins, auraient peut-être pu aussi intervenir, ce qui n'a pas été fait, par exemple. Et pourtant, ça pouvait être de leur intérêt. Je pense qu'ils se disaient que moins ils en diraient, moins ils seraient impliqués dans le dossier et moins ils seraient responsables du dossier. J'avais cette impression. Maintenant, rétrospectivement, j'ai cette impression. Pour pas donner l'impression qu'ils avaient déjà accepté de prendre en charge ce dossier.
mais de toutes les façons, ils étaient engagés dans la limite du plafond d'assurance. Oui, mais le plafond n'était pas le même dans les deux cas. Si l'autre assurance avait été choisie ou avait été désignée, aujourd'hui, j'aurais moins de problèmes. Est-ce qu'ils vous avaient écrit, ces experts ou ces assureurs, pour vous indiquer les risques que vous encourriez? Le premier assureur m'a confirmé qu'effectivement, on risquait d'avoir un problème de plafond et m'a demandé de prendre un avocat. Donc, j'ai pris un avocat qui a pris le dossier en main. Et puis, au bout de quelques mois, m'a dit « mais j'ai un problème parce que je suis aussi l'avocat de l'assurance, donc je ne peux pas vous défendre. » Donc, à ce moment-là, un peu embêté, surpris, sachant pas quoi faire, j'ai écrit à ma nouvelle assurance, ne sachant pas encore laquelle serait en charge du dossier, ma nouvelle assurance en demandant qu'est-ce que je devais faire. Et j'ai eu une réponse que j'ai donnée à notre avocat, une réponse assez complète de la deuxième assurance, me disant qu'il n'y avait pas de risque, que de toute façon, j'étais responsable que de 50%, qu'il n'y avait aucun problème et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète et qu'il n'était pas question que je prenne un autre avocat. Cela vous a été écrit? Ça a été écrit, oui. D'accord. Donc, c'est avec ces propos rassurants, en quelque sorte, que oui. vous présentez devant les juges. Mm-hmm. Alors, comment s'est passée l'audience Alors, j'ai jamais été, moi, présent lors des jugements, parce que pour moi, c'était l'assureur qui se représentait à ma place. Donc, pour moi, il y avait un avocat qui était là pour me défendre. Et en fait, personne ne me défendait. Ils sont allés jusqu'en cassation pour savoir lequel des deux serait responsable. Vous ne vous êtes pas dit qu'il pouvait être dangereux de ne pas être présent à une audience où il pourrait y avoir la famille, par exemple, ou des avocats qui pourraient dire des choses qui seraient inexactes et qui seraient retenues à votre charge? Non, parce qu'aucun des deux compagnies qui me défendaient, aucune des deux compagnies qui me défendaient me demandait de me présenter à l'audience. On me dit, bon, ben, ça suit son cours, nous, on s'en occupe. Ça s'arrêtait là. Mais vous aviez un avocat à l'époque, finalement? Pardon, je n'ai pas compris. Ben, je pensais en avoir un. Je pensais qu'un des deux des assurances était là pour me défendre. Et en fait, personne ne me représentait. Un des jugements précisait que le juge précisait qu'il surtout il fallait faire attention à ne pas dépasser les plafonds. Donc j'avais à l'époque été voir un ami avocat dans le milieu médical qui avait regardé le dossier, qui m'avait dit non, effectivement le juge considère qu'il ne faut pas déplacer le plafond, donc il n'y a pas de risque, vous êtes tranquille. Donc ça s'est arrêté là pour moi. Et vous demandez l'intervention du fonds qui a été créé en 2012 pour prendre en charge les sommes qui dépassent les plafonds de votre contrat d'assurance. Est-ce que cette situation-là est connue de vos confrères? Assez peu, parce qu'en fait, on est très très peu à être concerné par ce changement de loi. En fait, la plupart de mes confrères aujourd'hui sont plus jeunes, donc ils n'ont pas ce souci. Oui, d'une certaine manière, la création du fonds en 2012 a réglé le problème pour les personnes qui sont aujourd'hui en activité. Exactement. Si c'était à refaire, est-ce que vous choisiriez le statut de médecin libéral? Alors, si c'était à refaire, j'en ferais exactement la même carrière que j'ai fait, parce que j'en ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Je serais plus prudent que je ne l'ai été, parce que là, sur cette période de transition entre les deux assurances, j'ai pas bien saisi le risque que j'avais. Quand vous prenez une assurance professionnelle, ils sont là aussi pour vous défendre, ce qui, à mon avis, n'a pas été fait de façon normale. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est d'en profiter pour me dire vous êtes une personne à risque et donc on va augmenter votre prime de 17 000 € à 45 000 € par an. C'est la somme que vous payez actuellement? Actuellement, c'est ce que je paye depuis 5 ans à peu près. Je ne veux pas être indiscret, mais combien faites-vous d'accouchements par an? Parce que 45 000 €, c'est une somme énorme. Si je ne me trompe pas, un accouchement par voie basse est remboursé par la sécurité sociale à hauteur de 313 €, si je ne m'abuse. En gros, j'ai évalué en 40 ans mon suivi et le nombre d'accouchements autour de 15 000 à peu près. Donc, vous voyez, une moyenne de 350 ou 400 accouchements par an à peu près. Vous faites des dépassements d'honoraires. Vous faites bien de poser cette question, on n'en a pas encore parlé. Je suis installé depuis donc 41 ans.
dans le même établissement en secteur 1 sans dépassement d'honoraires. Alors, il faut dire quand même que cette assurance est faite pour l'obstétrique, pour la chirurgie, pour la consultation et pour les échographies. Donc, heureusement, si c'était que pour les accouchements, ça serait invivable. Vous arrivez à payer une prime dont le montant très élevé est justifié par les risques d'obstétrique grâce à votre activité qui n'est pas d'obstétrique, en fait. Exactement. Je ne veux pas être indiscret concernant votre situation personnelle, mais si vous estimez que vous êtes menacé de ruine, est-ce que vous n'auriez pas plutôt envie, compte tenu, de votre âge et du risque que vous encourez, de chercher à profiter des années qui viennent en utilisant les réserves que vous avez pu constituer? J'y pense et je pense que ça ne va pas trop tarder non plus d'ailleurs, mais j'ai quand même mis mes enfants au courant pour les prévenir qu'il pouvait éventuellement y avoir un souci plus tard. Cette affaire-là a eu un retentissement familial? Vous en avez beaucoup parlé dans votre Non, ce n'est pas des sujets dont on a envie de parler souvent. Vous savez, aujourd'hui, c'est un gros effort de reparler de tout ça. Bien sûr. C'est très lourd. Bien sûr, bien sûr. Donc non, je les ai prévenus des risques éventuels, mais je n'ai pas insisté lourdement. Bien sûr, bien sûr. L'émotion, on la comprend. Vous comprenez aussi celle de la famille. Bien sûr, évidemment, je comprends ça, la famille. Il est normal que la famille soit aidée. Je le comprends très très bien. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a une inégalité, comme vous le disiez tout à l'heure, entre les différents médecins qui travaillent. Cette affaire qui date d'il y a 30 ans ne vous a pas traumatisé au point de vouloir renoncer complètement à des accouchements? Alors, je ne sais faire qu'un métier, moi, c'est celui-là. C'est un métier que j'aime, que je sais faire, que je pense faire correctement. Donc, je poursuis cette carrière parce qu'elle me plaît. Mais c'est vrai que ce boulet que je traîne depuis 40 ans, enfin 30 ans maintenant, est très lourd à porter, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit lors d'un accouchement ou lors d'une césarienne ou lors d'un acte chirurgical, on a toujours une pensée qui revient et qui est négative. Bien sûr. Ça, c'est certain.